Bonjour Mathilde, comment ça va? Bonjour, Annabelle, ça va et toi? Oui, super bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, je suis Mathilde Val, traductrice allemand, anglais, espagnol vers le français. Je traduis principalement dans les domaines du marketing, de la finance, et je suis ici pour parler de la langue allemande. Est-ce que tu connais un peu l'histoire de l'allemand? Oui, alors l'allemand, déjà, c'est une langue indo-européenne, donc une langue qui vient de l'indo-européen. Et l'allemand fait partie de la sous-famille des langues germaniques. Et donc, dans cette famille, il y a le danois, l'anglais, le néerlandais, l'afrikaans, le suédois. Il y en a d'autres, hein. Par exemple des dialectes. Alors, les premiers écrits qu'on avait trouvés de l'allemand dateraient du 6e siècle, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, il y aurait eu un dérivé, ça serait le moyen haut allemand, qui date du 15e siècle. Et l'allemand a des racines saxonnes et latines à la fois. Euh, les racines latines, on les a trouvées pour la première fois par l'influence du monde romain grâce au commerce et à la guerre. Et en fait, on notera qu'en allemand, le vocabulaire de la guerre et de la construction vient du latin, comme par exemple, il y a le mot campus qui a donné Kampf, le combat, en allemand. Il y a le mot latin pilum qui a donné le mot flèche, Pfeil, en allemand. Il y a aussi le mot fenestra qui a donné Fenster, des choses comme ça. Il y a ensuite eu beaucoup d'influence de la culture chrétienne, donc de la religion. J'ai vu qu'il y avait des modifications phonétiques qui ont affecté la langue. Mhm. Oui, tout à fait. Il y a eu des modifications phonétiques, comme par exemple, tu as la lettre P qui a donné la lettre F, et la lettre D qui a donné la lettre T. Donc, par exemple, le mot pied, ça a donné le mot foot en anglais ou foot en néerlandais et fuß en allemand. Tu as le mot pater en latin, qui padre en espagnol, qui a donné vater en allemand ou father en anglais. Il y en a d'autres, comme par exemple, tu as les mots le T qui a donné TH comme three en anglais, le D qui est devenu un T, comme par exemple dentiste qui est tandart en néerlandais. Tu as le H qui a donné le G, le H du latin qui a donné le G allemand, comme Gast en allemand. Tu as le K qui a donné le H, comme corps, cordis, le cœur, ou en allemand c'est Herz. Voilà, c'est des exemples parmi d'autres que j'ai trouvés aussi. Il y a eu une réforme orthographique en Allemagne en 1998, il me semble. Et c'était tu sais, la lettre, le S7, le sorte de B long, tu vois. Et en fait, maintenant, en allemand, ça devient un double S, SS. C'est une lettre qui a changé de forme. Dans la langue allemande, est-ce que tu peux me dire combien il y a de genres? Oui, il y a trois genres. Il y a le féminin, dit, le masculin, der, et le neutre, das. Alors, le fait qu'il y ait trois genres, ça peut en décourager plus d'un d'apprendre l'allemand, mais l'allemand, c'est vraiment un atout pour la vie professionnelle, je pense. Après, il y a des moyens aussi pour se souvenir si un mot est féminin, masculin ou neutre, par exemple. Déjà, les mots neutres, la plupart viennent de l'étranger, donc les mots anglais, comme par exemple das Weekend, das Wochenende. Tu as das Wi-Fi, enfin das Wi-Fi, WLAN, das WLAN. Les mots féminins, ils se terminent par kite, par heit, par Schaft, comme par exemple Landschaft, Freundschaft, Brüderlichkeit. Les mots masculins, ils viennent parfois du grec, comme par exemple, ils se terminent par ismus ou ist, der Journalist, der Nationalismus, des choses comme ça. Ça aide à retenir le genre des noms. Puis, comment on accorde des mots singuliers au pluriel? Alors, en allemand, il y a aussi beaucoup d'exceptions comme en français,
Mais une règle générale, je dirais, c'est d'ajouter un N à la fin des mots, comme par exemple die Frau, la femme, die Frauen, der Junge, le garçon, der Jungen. Tu as des exceptions aussi. Donc par exemple, das Kind, ça deviendra die Kinder, der Baum, die Bäume, der Spiegel, die Spiegel. Là, pour le mot Spiegel, qui est le miroir, tu changes pas. Le pluriel reste le même qu'au singulier. C'est le même mot. J'essaie de trouver un équivalent en français, comme on met pas de pluriel. Les mots composés, Ah, c'est ça, j'allais dire. Et quand on pense au plus long mot français, on pense à anticonstitutionnellement. Mais grâce à la grammaire allemande, étrangement utile, on peut se permettre d'accoler des mots sans limitation. Donc, ça fait des mots aussi gros que anticonstitutionnellement. Comment ça fonctionne? l'une des premières choses qu'on me dit quand je parle allemand, c'est que les mots sont effectivement incroyablement longs. Alors, je peux citer un exemple avec un mot composé de 8 mots. C'est, attention, Donau, Dampf, Schiff, Fahrtgesellschaft, Kapitänsmützenknopf. Ça signifie le bouton du chapeau du capitaine du navire de la Société des bateaux à vapeur qui navigue sur le Danube. Donc, c'est assez exagéré comme exemple, mais en fait, l'allemand, c'est une langue extrêmement logique quand on y pense. Les assemblages de mots donnent un mot, comme par exemple, il y a le mot Zahnfleisch qui, mot à mot, ça serait la viande de la dent, c'est la gencive. Tu as aussi tout ce qui est dans le milieu médical, les mots avec Arzt, le médecin. Donc, tu as Kindarzt, le médecin pour les enfants, donc qui est le pédiatre. Zahnarzt, le médecin des dents, donc qui est le dentiste. J'ai vu aussi que tortue, c'était grenouille et maison. Et bouclier, bouclier, ouais, exactement. Schildkröte, ça fait le crapaud et le bouclier, ouais, ouais, ouais. Et en fait, cet accolage de mots, il sert à remplacer le génitif, qui est le cas allemand, qui désigne l'appartenance. J'avais aussi entendu parler que la, les verbes pouvaient se terminer pouvaient être mis à la fin de la phrase. Oui, tout à fait. Oui, en allemand, c'est la particularité de l'allemand, c'est qu'en fait, la grammaire change, les verbes sont à la fin. Donc, par exemple, si je te dis je veux manger une pomme, tu diras je veux une pomme manger. Ich will einen Apfel essen. Ou dans les phrases relatives, ce qui est plus compliqué, si je dis par exemple je ne sais pas ce que je veux dire, tu diras je ne sais pas ce que je dire veux. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Par exemple, l'allemand, aussi le sujet et le verbe peuvent être inversés dans des phrases. Par exemple, les phrases qui commencent par les adjectifs, enfin, des adverbes, tu auras le verbe au début et le sujet après. Par exemple, si tu diras normalement, trouve je que c'est une belle chose, ou ensuite, fais je cela, enfin, Dan, mache ich das. Ensuite, je fais cela. Ensuite, fais-je ça. C'est les verbes et les sujets sont inversés. Ça doit aussi être très demandant quand tu parles une autre langue. Bah, je sais que en interprétation de conférences, par exemple, tu dois forcément, euh, tu dois forcément anticiper ce que tu écoutes pour le retraduire en même temps. Et avec l'allemand, c'est encore plus difficile parce qu'il faut pouvoir attendre la fin et le verbe. Donc tu peux pas dire n'importe quoi, il faut vraiment attendre la fin de la phrase. Tu as toujours un petit temps de décalage par rapport au moment où tu entends et au moment où tu commences. Mais en gros, ouais, c'est vrai qu'il faut. Tu te dis qu'il faut attendre le verbe et ça peut être assez déconcertant. Souvent, les gens ils pensent que l'allemand, c'est agressif parce qu'il y a des consonnes sèches trop éloignées de ce qu'on entend d'habitude. Puis c'est une langue gutturale. Mais pourquoi les gens pensent que c'est une langue agressive? Alors, comme tu l'as dit, l'allemand, c'est une langue gutturale où les sons sont produits de la gorge. Et donc, par exemple, tu as le mot rauchen qui signifie fumer, tu as le mot rachen
qui est la gorge. Mais après, l'allemand, c'est un cliché, je pense, de dire que c'est une langue agressive. Parce que j'ai le souvenir d'une de mes professeurs d'allemand quand j'étais à l'université, qui, quand elle parlait, elle avait une voix douce et l'allemand, il sonnait très joli. Puis pourquoi l'allemand et l'anglais se ressemblent-ils autant? Bah, l'allemand et l'anglais se ressemblent autant parce qu'elles sont toutes deux des langues germaniques. Donc, comme le danois, le néerlandais ou le suédois, ce sont des langues avec des racines communes. On a par exemple des mots communs comme brother ou bruder, mother, mutter, father, vater, le père. Euh, oui, des choses comme ça. Puis toi, tu es traductrice de l'allemand au français. Est-ce que tu peux me citer un avantage et un inconvénient quand tu traduis de l'allemand au français? Donc le gros avantage, c'est que l'allemand, c'est une langue qui est très recherchée sur le monde du travail. Il y a, il y a un petit nombre, enfin, on va dire un petit nombre oui, de traducteurs qui traduisent de l'allemand vers le français. Après, un inconvénient, c'est la difficulté de la langue, je dirais, et parfois les structures de phrases qui nous donnent vraiment du fil à retordre. Donc, on peut s'arracher les cheveux sur une phrase pendant 20 minutes, mais ça vaut dans toutes les langues, j'ai envie de dire. À l'université, justement, on a appris, c'était intéressant, on a appris à traiter des textes qui étaient mal écrits, et il faut apprendre à bien les écrire quand on est traducteur. À ne pas garder ce style mal écrit, mais justement embellir le texte dans la langue d'arrivée. Alors, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir assisté au podcast. Est-ce que tu peux me dire où on peut te suivre? Oui, merci Annabelle de m'avoir invité à ce podcast. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Prodi. J'ai un profil aussi. Super, merci beaucoup. Merci.